Tout a commencé par un bruit. Ou plutôt, par l'absence d'un bruit. Le clic familier de ma clé dans la serrure. Ce clic, c'était le son de ma liberté. Conduire le long du lac Michigan a toujours été mon baume au cœur. Les routes sinueuses, le balancement lent des pins, le scintillement de l'eau à travers les arbres. Chaque kilomètre me rappelait ce que j'avais accompli. J'avais construit ce sanctuaire pour moi-même, pierre par pierre. Après des années de labeur et de solitude, je me suis garée sur le chemin de gravier, la poussière s'élevant autour de ma vieille Buick. J'ai plongé la main dans mon sac à main pour saisir ce trousseau que je connaissais par cœur. Le poids du métal dans ma paume était rassurant. Une preuve tangible que cette maison m'appartenait. J'ai monté les marches du porche. Les planches craquaient avec ce rythme familier que j'aimais tant. J'ai glissé la clé. J'ai tourné. Et c'est là que le monde s'est arrêté. Le métal s'est bloqué. J'ai forcé. J'ai essayé une autre clé, puis une autre. Rien ne bougeait. Un froid glacial s'est installé dans ma poitrine. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas la rouille. Quelqu'un avait changé la serrure. Avant même que je puisse frapper, la porte s'est ouverte à la volée. Claudine est sortie. Ma fille. Ma propre fille. Mais encadrée par la lumière du matin. Son visage n'avait rien de l'enfant que j'avais élevé. Il s'était durci en un rictus de mépris que je pensais réservé aux étrangers. Sa voix a tranché l'air comme du verre brisé. On n'a pas de place ici. Vieille parasite. Pars. Les mots ont flotté dans l'air. Irréel. Cruel. Elle se tenait là, portant l'un de mes tabliers, comme si elle avait toujours été la maîtresse des lieux. Derrière elle, des rires flottaient depuis le salon, des voix inconnues. Le tintement des verres. Mon sanctuaire ne sonnait plus comme le mien. J'ai levé les yeux, cherchant une échappatoire à ce cauchemar, et c'est là que je l'ai vu. Mon kilt. Cette courte pointe que j'avais cousue à la main, point par point, à travers de longs hivers. Chaque carré était un morceau de ma mémoire, un morceau de mon âme. Il pendait négligemment par-dessus la rambarde du balcon, blanchi par le soleil, utilisé comme une vulgaire décoration. Comme si mes années de travail n'étaient rien d'autre qu'un bout de tissu à exhiber. La douleur est montée, vive, pressante derrière mes yeux, mais je les ravalais, au lieu de m'effondrer. J'ai courbé mes lèvres en un sourire, un petit acte de défi délibéré. Si Claudine voulait me voir m'écrouler, elle allait être déçue. Pourtant, à l'intérieur, mon cœur se serrait comme si la maison elle-même s'était retournée contre moi. J'ai reculé lentement, mes clés inutiles serrées dans mon poing. Je savais déjà que cette confrontation n'était que le début de quelque chose de bien plus sombre, alors que je reculais. Les souvenirs ont afflué pour me soutenir. Ils m'ont ramené 22 ans en arrière, le jour où le monde s'est fissuré et m'a laissé seule. J'avais 48 ans quand Walter, mon mari, est mort. Il n'a laissé derrière lui qu'une pile de factures médicales et un silence dans la maison qui ressemblait à une seconde mort. Claudine était encore au lycée. Son avenir était brillant et inexploré. Le mien est devenu un livre de contes, un registre de survie. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'heures j'ai passé à coudre sous la lumière jaune de ma lampe, ourler des robes, altérer des uniformes, raccommoder des manteaux déchirés pour des voisins qui me payaient souvent en pièces de monnaie ou en tartes. L'aiguille laissait des callosités sur mes doigts, et parfois du sang. Mais je ne me suis jamais autorisée à m'arrêter. Chaque dollar allait dans un bocal au début, puis dans un compte en banque qui grossissait lentement, prenant la forme de mon rêve. Un cottage au bord du lac, un endroit où Claudine et moi pourrions recommencer. Le week-end,
Nous allions voir la charpente à moitié construite. Je revois encore Claudine sautant sur le sable. Ses cheveux pris par le vent. Elle jetait ses bras autour de moi et me promettait « Je ne te laisserai jamais seule ici. Maman !» Je l'ai cru. Parce que croire était plus facile que douter. Quand j'ai payé le constructeur, j'ai compté le dernier paiement en liquide. C'était la somme de 1000 nuits blanches courbées sur une machine à coudre. Je n'ai dit à personne, ni à Claudine, ni même à ma sœur que la maison était entièrement à moi, libre de toute dette. C'était mon bouclier secret. Et maintenant, Harland, mon gendre, est apparu derrière Claudine avec ce sourire huileux qu'il arborait quand il voulait paraître généreux. Il a ouvert la porte en grand, faisant un geste comme s'il me faisait une faveur. « Vas-y, Evea, jette un coup d'œil. On a rendu les choses vivantes. » Je suis entrée. Le premier coup a été l'odeur de la bière rassie et de la graisse frite. Rien à voir avec le cèdre et la lavande que j'avais toujours maintenue ici. Mon jardin, autrefois taillé et parfumé, était visible par les fenêtres arrière. Il était réduit à de la boue. Parsemé de canettes de bière comme de mauvaises herbes, mes pots de géranium, que je soignais chaque printemps, étaient fissurés et poussés contre la clôture. Le salon ressemblait à un vide-grenier qui aurait mal tourné. Mon fauteuil à bascule antique était coincé dans un coin, drapé de serviettes humides. Les rideaux de dentelle que j'avais brodés à la main étaient tachés de quelque chose de sombre. Au sol, des cartons à moitié ouverts débordaient de mes albums photos. Une photo de Claudine à 8 ans, souriante avec 2 dents en moins, dépassait du bord d'une boîte, comme si elle me demandait pourquoi elle avait été jetée là. La belle-mère de Harland était assise sur mon lit, dans ma chambre principale, pliant du linge comme si c'était son royaume. Elle a levé les yeux. Un sourire en coin, alors c'est la fameuse Evea. Elle n'a pas l'air d'une grande propriétaire. Ces mots ont planté leurs griffes en moi. Et pourtant, personne ne s'est précipité pour me défendre. Pas même Claudine, qui s'affairait dans la cuisine, agissant comme si j'étais invisible. Mon sanctuaire avait été réécrit, et j'étais devenue l'intruse. Je me suis dirigée vers le petit bureau pour reprendre mes esprits. C'est là que mon estomac s'est noué. Le coffre-fort ignifugé, celui que je gardais caché sous le bureau, était entrouvert. Le seau de protection était brisé. Quelqu'un l'avait fouillé. Mon acte de propriété, mon testament, des choses que personne d'autre n'avait le droit de toucher. Mes mains tremblaient alors que je tirais le coffre vers la lumière. À l'intérieur, c'était le chaos. Papier plié, enveloppe déchirée. La pochette en velours qui contenait la broche de ma mère avait disparu, tout comme les boucles d'oreilles que Walter m'avait offertes pour notre 10e anniversaire. Mais au fond, il y avait un dossier qui ne m'appartenait pas. Je l'ai ouvert, et j'ai failli le laisser tomber en voyant les mots imprimés en gras. Pétition pour transfert de propriété. Le nom de Claudine était là, avec celui de Harland, dans un jargon juridique froid. Ils arguaient que je n'étais plus saine d'esprit pour gérer mes biens. Ma gorge brûlait. Pour eux, je n'étais pas juste un inconvénient. J'étais incompétente, jetable. J'ai creusé plus profond. J'ai scanné mes relevés bancaires, des petites annotations rouges que je n'avais jamais faites. Et puis je l'ai vu. Des retraits, petits, réguliers, précis, pris sur le compte commun au cas où que j'avais ouvert pour Claudine il y a des années, à l'époque où je croyais encore en la confiance. Au fil du temps, cela s'additionnait à des milliers de dollars. J'ai tout remis dans le coffre. Je l'ai claqué et je l'ai glissé dans mon sac. En sortant, j'ai croisé Agatha Penn,
ma voisine depuis 20 ans. Elle taillait sa haie, mais son regard était fixé sur moi. J'ai vu des camions tard le soir. A-t-elle chuchoté? Des cartons qui entrent et sortent. Ça n'a pas l'air net. Eva, j'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Je suis montée dans ma voiture. Mes mains sont restées crispées sur le volant. Pas par peur, mais par une détermination qui commençait à durcir comme de la pierre. Le lendemain matin, je suis entrée dans la banque du centre-ville. Colton, le directeur, s'est levé en me voyant. Je lui ai tendu ma pile de relevés. J'ai besoin d'une confirmation. Chaque centime doit être encore à moi. Il a vérifié? Oui, 94 000 $, répartis entre l'épargne et les comptes courants. Tout est intact. Le soulagement m'a envahi. Mais j'avais besoin de plus. J'ai besoin d'une lettre, certifiant non seulement mes soldes, mais aussi que je suis pleinement compétente pour les gérer. Datée et signée officiellement. Munie de ce talisman, je suis allée voir Simeon Graves, un avocat au regard d'acier. Quand il a vu la pétition trouvée dans le coffre, ses sourcils se sont levés. Madame Marsh, ce n'est pas un drame familial, c'est de la fraude envers une personne âgée. Et c'est passible de poursuite. Oh, c'est ma fille, ai-je murmuré. Une partie de moi résistant encore. Siméon m'a regardé droit dans les yeux. Elle a déjà essayé de vous effacer de votre propre vie. Si elle est prête à vous déclarer folle pour voler votre maison, quel pont reste-t-il à brûler? Il avait raison. J'avais cousu ma vie avec des sacrifices. Et maintenant? Claudine voulait déchirer chaque couture. Alors commençons, ai-je dit. Le soleil s'était à peine levé quand je suis revenue. Mais cette fois, je n'étais pas seule. J'avais Siméon, un officier du comté, et un clerc, sur le porche. La famille de Claudine se prélassait autour de ma table de petit-déjeuner. Les tasses de café s'entrechoquaient. Les enfants riaient. L'officier a monté les marches le premier. Sa voix a claqué comme un coup de fouet. Cette propriété appartient à Madame Eva Marsh. Vous êtes ici illégalement. Vous avez 2 heures pour rassembler vos affaires et partir. Le silence est tombé. Total. La cuillère de Claudine a heurté son assiette avec un bruit de cloche. Harland a bondi, le torse bombé. C'est ridicule, c'est la famille de ma femme. Siméon l'a coupé net. La famille de votre femme n'a aucun statut légal. L'acte est au nom de Madame Marsh. Acheté libre et clair. Le tribunal l'a confirmé. C'était le chaos. La belle famille paniquait. Claudine, pâle comme un linge, s'est agrippée à la table. « Maman, s'il te plaît, ce n'est pas nécessaire. On peut s'arranger. » J'ai posé mon sac sur la rambarde. J'ai sorti le dossier avec un calme glacial. S'arranger. J'ai brandi la fausse évaluation médicale, celle qui me déclarait inapte. Après avoir payé un homme pour écrire des mensonges sur moi, après avoir essayé de me dépouiller de mon nom et de mon esprit, l'officier a scanné le faux document. La mâchoire serrée. On ajoutera ça au rapport? Il a regardé Claudine. Il vous reste moins de 2 heures. La nouvelle a voyagé plus vite que le vent du lac, alors que le clan de Harland traînait ses sacs vers le van. Les voisins s'étaient rassemblés. Ils regardaient, bras croisés. L'empire de prétention des Ware s'effondrait sous les yeux de la communauté, qu'ils avaient essayé d'impressionner. Claudine a couru vers moi, ses yeux fuyant vers les voisins. « Maman !» a-t-elle sifflé. « Retire les plaintes, on rendra les bijoux. Chaque pièce. Personne d'autre n'a besoin de savoir. Autrefois, j'aurais peut-être cédé. Mais cette partie de moi était morte. Le vol ne disparaît pas parce qu'on rend l'objet. Claudine, tu as pris plus que des objets. Tu as pris ma confiance. À ce moment-là,
Agatha, ma voisine, a fait un pas en avant. Ses cisailles à la main. Elle a crié pour que tout le monde entende. J'ai vu les cartons sortir la nuit. Ne faites pas comme si c'était un malentendu. L'humiliation était totale. Ils sont partis dans un nuage de poussière, ne laissant derrière eux que l'écho de leur disgrâce. Cet après-midi-là, j'ai changé les serrures. J'ai installé des caméras. La maison semblait différente, cicatrisée. Mais elle était à nouveau mienne. Mais la bataille n'était pas finie. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée. Excuse. C'était marqué. Elle commençait par « Chère mère ». Une phrase que Claudine n'avait pas utilisée depuis des années. Les phrases étaient trop polies, trop juridiques. J'ai regardé l'entête. C'était le cabinet d'avocats de Harland. Ce n'était pas sa voix. C'était une stratégie, une tentative pour réduire les charges, pour créer l'illusion du remords au cas où nous irions au tribunal. Ma fille ne m'avait pas écrit. Son mari avait écrit pour elle, pour sauver leur peau. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans le dossier de preuves, juste à côté de la pétition pour incompétence. Elle avait sa place parmi les mensonges, pas parmi les souvenirs. La vraie Claudine, la petite fille qui avait promis de ne jamais me laisser seule, n'existait plus que sur les photos. J'ai pleuré ce soir-là, pas pour les bijoux volés, mais pour la fille que j'avais déjà perdue. Pourtant, la vie reprend. Une semaine plus tard, j'ai organisé un dîner. Agatha était là avec du vin, Siméon avec son sourire calme, Madame Colton avec des petits pains chauds. Ce n'était pas ma famille de sang. C'étaient mes alliés, ceux qui étaient restés debout quand mon propre sang s'était retourné contre moi. Au centre de la table, j'avais placé une chaise vide, avec une carte pliée où était écrit un seul mot en gras « Respect ». L'amour sans respect n'est